Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux pour cet événement autour de l'emploi et de la formation sur les métiers du numérique dans les Côtes d'Armor. Merci à la Cité des métiers de nous accueillir dans leurs jolis locaux. C'est pas une masse à faire en ce moment avec le contexte sanitaire de trouver des jolis équipements comme ça. Donc merci à vous pour cet accueil. Je suis Caroline Argois, je suis chargée de mission filière numérique au sein d'ADN Ouest. Je suis basée à Brest pour être au plus près des adhérents sur le département du Finistère et des Côtes d'Armor plus particulièrement. Et je vais laisser France Jarry se présenter et présenter ADN Ouest. Effectivement, donc moi je suis le directeur général d'ADN Ouest. Pour faire rapide, ADN Ouest est un réseau d'entreprises du numérique, alors à la fois des entreprises dont le métier premier est le numérique, mais également des entreprises dont le métier n'est pas le numérique, mais qui s'y intéressent fortement à travers leur direction de l'innovation, les DSI, etc. Et puis également, troisième type d'adhérents, qui sont les écoles qui forment au numérique. Et par rapport à notre sujet, l'emploi, c'est évidemment essentiel dans la chaîne de valeur. Aujourd'hui, ADN Ouest, juste quelques chiffres, c'est 650 structures adhérentes sur le territoire breton et Pays de Loire. Alors, un petit cocorico, c'est que ça en fait le premier réseau numérique en France aujourd'hui, en région. Donc c'est plutôt chouette, avec une stratégie de présence sur tous les territoires, pas seulement les grandes métropoles, comme on pourrait se laisser bercer facilement. Rennes, Nantes, évidemment, il se passe plein de choses là-bas, mais il se passe aussi des très très belles choses sur le Finistère, sur les Côtes d'Armor, sur le Morbihan, sur l'Anjou, sur la Vendée, etc. Et donc on a une stratégie effectivement d'apporter ce qu'ADN Ouest peut apporter en complément de ce que font les acteurs locaux. Et puis peut-être juste pour la petite histoire, mais avec Eric, Jean-Philippe, Adrien, etc. Je vois pas Adrien, mais ça fait quelques mois, même plus, qu'on s'est dit bon bah c'est chouette, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble avec le CAN. On partage notamment les problématiques d'emploi dans le numérique depuis pas mal de temps. Et puis moi j'aime bien quand on passe des paroles aux actes. Et là c'est le cas aujourd'hui, donc c'est mon message principal quelque part. Je lisais en préparant ma courte intervention une analyse qui a été faite par Louis Gallois et qui disait industrie et transition écologique, ça va être extrêmement brutal, beaucoup plus brutal qu'on a pu l'anticiper. Et il disait avec clarté qu'il y avait 3 socles pour agir. Le premier socle, ce sont les nouvelles technologies. Le deuxième socle, c'est la transition numérique. Et ensuite, l'éco-responsabilité. Et ça, c'est ce qui doit nous mener dans notre appréhension du sujet. C'est l'urgence et ces socles-là. Donc à la région Bretagne, on a d'ores et déjà anticipé les choses et on a en 2019 voté une stratégie numérique qui est totalement dans le cœur du sujet aujourd'hui. Je ne vais pas développer tous les axes, il y en a un qui m'importe, c'est d'assurer un développement numérique inclusif. Alors il y a des éléments qui me tiennent à cœur, promouvoir par exemple les femmes dans le métier du numérique. Il y a lutter contre l'exclusion numérique parce qu'aujourd'hui, il y a pléthore de gens qui sont éloignés soit de la vie active, soit de la vie tout court parce qu'ils n'ont pas une connaissance minimale. Et donc ces éléments-là, nous, on a un focus, c'est l'éducation, la formation au numérique et par le numérique. Ce qui m'importe aujourd'hui, parce qu'on a des programmes de formation amples en matière de numérique, on a financé sur 2019-2021 1095 parcours de formation pour un budget de 4 millions d'euros. Ce qu'on souhaite pour les échéances à venir, on a 2 ans qui vont arriver, 2021-2023, c'est de passer à 1255 parcours de formation. Alors ce qui est au cœur de notre réflexion, c'est l'efficacité, le pragmatisme et que ça ait un impact sur le territoire. Donc aujourd'hui, je vais écouter avec attention et répercuter à mon exécutif. Il est important qu'on ait une connaissance fine des besoins du territoire. Tout évolue à une vitesse faramineuse et qu'on puisse, nous, adapter, avec bien entendu les organismes de formation, mais avec votre aide, adapter notre offre de formation pour qu'elle soit efficace, cohérente. Et donc j'attends beaucoup de ce débat et je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie. Merci bien. Pour poursuivre ce petit mot d'intro, on va laisser nos intervenants se présenter. Bonjour à tous, donc Michel Hostis, société Apisi. Donc Apisi est une société qui est sur Lannion et qui développe en fait des solutions de visioconférence métier, c'est-à-dire que l'idée c'est par la visioconférence de permettre de réaliser des tâches que l'on faisait en se déplaçant,
et de les faire maintenant à distance. Donc ça peut être chez Darty, par exemple, pour détecter une panne, ça peut être la téléconsultation médicale, ça peut être de l'expertise de manière générale. Bonjour, donc je suis Gwenaël Lelay, je suis le dirigeant fondateur de Copix. Donc, Copix est une entreprise qui a été fondée en 2016 et qui développe des systèmes numériques qui permettent de suivre à distance des espaces de production agricole, animale et végétale. Notre solution en particulier permet de suivre le comportement des animaux en analysant des images et des séquences vidéo, donc directement au plus près dans l'élevage, et de combiner cette information avec de la donnée d'ambiance, puisque ce sont en général des bâtiments semi-ouverts. Voilà, le Copix, c'est 5 CDI. On est en train de recruter justement sur des nouvelles compétences, et ça fera l'objet de mon intervention. Bonjour, Estelle Caraval, je suis directrice de la Technopole Anticipa Lannion-Guingamp. Voilà, que vous dire, donc, la Technopole Anticipa, c'est une structure un petit peu multifacette. Tout d'abord, donc, l'activité de Technopole, qui est en charge de l'accompagnement à la création et au développement des entreprises innovantes. On fait partie des 7 technopoles de Bretagne, donc il y a 6 autres technopoles en Bretagne, dont une à Saint-Brieuc. Ce sont des activités qui sont fortement soutenues par le Conseil régional de Bretagne et également par les agglomérations et les métropoles bretonnes. Donc on a chacun un territoire d'intervention bien défini pour apporter de l'accompagnement au plus près des entreprises sur les territoires. Voilà, donc ça c'est un axe important qui regroupe un triptyque entreprise, formation, recherche. Donc l'objectif étant de faire émerger de l'innovation dans les entreprises et de leur permettre de se développer. L'autre axe au niveau de la Technopole Anticipa que l'on porte, c'est le label French Tech, avec un double niveau, la labellisation Capital French Tech dans le cadre de la French Tech Brest Plus, où on travaille avec l'Ouest breton, donc Brest, Lannion, Morlaix et Quimper, à la fédération et à l'animation de l'écosystème numérique. Et puis également, on a, tout comme Saint-Brieuc, le label French Tech Communauté, donc French Tech Lannion, ou sur Saint-Brieuc, French Tech Béarmort. Donc l'écosystème lagnonnais, c'est un écosystème assez fortement numérique, qui est né des télécoms il y a une 60aine d'années, et qui aujourd'hui représente, entre le numérique et la photonique, près de 4000 emplois. Et donc avec une histoire parfois un peu mouvante, avec notamment, on entend souvent parler de Lannion au travers des plans sociaux de Nokia. Mais voilà, le dernier plan social a été aussi une opportunité de réfléchir et de positionnement de Lannion. Et donc, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis Laurent Buchon, directeur du CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, pour la région Bretagne. Donc le CNAM, c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche qui est implanté partout en France. Et en Bretagne, nous avons 10 implantations permanentes et le siège régional est juste ici, au bout de l'allée. Une des caractéristiques, c'est qu'en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, on s'adresse prioritairement à des adultes. Donc nous formons chaque année un peu plus de 2000 adultes et également des jeunes en alternance de plus en plus, sur une offre relativement massive. Ce qui est à noter, c'est que ces adultes-là viennent librement s'inscrire aux formations, et notamment les formations dans le champ du numérique, de l'informatique, parce qu'on reviendra peut-être sur les quelques nuances. Dans le champ de l'informatique, aujourd'hui, c'est plus de 40% de nos inscrits. Donc 4 adultes sur 10 viennent chercher des compétences à la carte dans le champ de l'informatique, des compétences relativement approfondies. Mais il est à noter aussi que tous les autres domaines de formation, la compta, les ressources humaines, la vente, et bien sûr on pourrait parler des secteurs du BTP, en fait, inclut désormais une part importante dans chaque enseignement dit classique, une part importante du numérique. Donc c'est un peu de ça que peut-être on va pouvoir échanger, évoquer ensemble ces évolutions-là, et comment on voit encore les choses se transformer. L'idée de cette fin de matinée, c'est de s'appuyer sur les données de l'Observatoire régional des compétences du numérique, donc l'ORCN, qui est piloté par ADN Ouest depuis plusieurs années. Cette année, à partir des résultats région Bretagne, on a fait un focus coste-armoricain. Donc c'est ce qui va permettre à nos 4 intervenants, à partir des données illustrées par leur retour terrain,
pour que les chiffres parlent un peu plus à nous tous. Donc, c'est évidemment une enquête qui n'a pas permis de faire des statistiques fines, puisqu'on n'avait pas forcément assez de réponses, mais en tout cas, ça donne des grandes tendances pour cette année 2020, qui, on le gardera toujours en tête, était une année exceptionnelle. Juste pour poser le décor au niveau des qui a répondu à cette enquête. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée entre novembre et décembre 2020 sur un peu plus de 250 entreprises bretonnes. Et parmi ces 250 entreprises bretonnes, il y avait 55 réponses costarmoricaines. Et à l'intérieur de ces 55 réponses costarmoricaines, vous les voyez découpées ici. Il y avait 31 entreprises prestataires. Donc, qu'est-ce que c'est une entreprise prestataire? C'est une entreprise de services numériques, par exemple un éditeur de logiciels. Et 24 entreprises utilisatrices. Une entreprise utilisatrice, c'est une société de tout secteur d'activité qui peut avoir un service digital ou une DSI en interne. Donc, c'est toutes ces réponses qui vont permettre d'illustrer les données qu'on va voir juste après. Un premier point sur le volet recrutement. Durant l'année 2021, 22 établissements sur les 55 qui ont répondu à l'enquête ont procédé à des recrutements. Donc, ça équivaut à 65 recrutements dans le numérique pour le département des Côtes-d'Armor. Et on peut noter que près d'un tiers des entreprises ont augmenté leurs effectifs numériques au cours de l'année 2020, donc ce qui n'est pas neutre sur une période de crise sanitaire. 30% des personnes qui ont été recrutées venaient du département des Côtes-d'Armor, donc ça suppose que 70% des personnes qui ont été recrutées n'étaient pas du département des Côtes-d'Armor, donc il y a des vrais enjeux d'attractivité. Je pense que tout à l'heure, nos 4 intervenants en parleront également. Les entreprises ont également utilisé le facteur recours à des ressources extérieures pour faire face à leurs besoins internes. Donc ça pouvait être de l'intérim, du portage salarial, des salariés indépendants ou bien des prestataires qui mettaient des salariés en interne pour pouvoir répondre à tous ces besoins. Donc ce qui va être intéressant maintenant, c'est de laisser la parole à nos intervenants pour qu'ils rebondissent sur cette première image de l'année 2020 sur le recrutement. En tout cas, ce qu'on a pu voir en 2020, et nous en particulier, c'est évident, on a vu beaucoup de recrutement dans le numérique. L'année 2020 a quand même été une année d'accélération de la mutation vers le numérique. Le Covid a un peu bousculé toutes les entreprises et ça a été un électrochoc pour certaines. Et donc, les demandes aujourd'hui en numérique ont été très fortes. Enfin, les demandes en numérique ont été très fortes en 2020 et elles se prolongent aujourd'hui. Alors, on peut citer l'exemple de Lannion. On a parlé tout à l'heure de plan social sur Lannion. Et aujourd'hui, on parle plutôt de 500 postes ouverts, quasiment tous dans le numérique, il me semble. Et pour revenir à notre entreprise, en 2020, on a dû recruter, je dirais, plus 20% d'effectifs. Bon, on n'est qu'une entreprise complètement numérique et donc on est dans le champ des prestataires. Hein, donc, mais effectivement, beaucoup de demandes de recrutement dans le numérique. Et aussi, peut-être pour compléter, des recrutements qui, pour notre cas, ça a été vrai aussi, des recrutements qui sont de l'extérieur. Hein, c'est-à-dire que on a fait venir en fait des salariés qui venaient soit des grandes métropoles ou soit d'autres régions françaises pour s'installer et apporter leur expertise dans le numérique. On est vraiment sur des compétences fortes en numérique, sur certains postes en fait, du moins. Et donc, à la vue des profils, effectivement, on a eu des candidatures extérieures qui étaient adaptées. Mais par ailleurs, dans nos métiers, donc nous, on est éditeur de logiciels, hein, donc on peut penser, il n'y a que des informaticiens chez nous. On a également fait quelque part de la reconversion. On a notamment une RH, en fait, qui fait du test logiciel. Et donc, tout cela pour dire que les métiers du numérique, même chez les éditeurs de logiciels, ne sont pas exclusivement réservés aux informaticiens sortant d'écoles d'ingénieurs. Donc il y a une diversité également possible de ce point de vue-là. Nous, on a recruté aussi en 2020, alors plutôt en production, mais c'est vrai que sur le territoire de Lannion, c'est des profils qu'on peut trouver assez, enfin, je ne vais pas dire facilement, mais c'est plutôt par contre des transferts d'autres entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises à Lannion qui font de la production et
on va dire qu'il y a beaucoup de gens qualifiés dans ce domaine-là, assemblage électronique, mise en œuvre des équipements. Il y a beaucoup, à peu près toutes les entreprises de Lannion qui font des systèmes ont ces compétences, et après ces compétences naviguent. Je pense qu'il y a beaucoup un jeu de chaises musicales sur Pégase de personnes. Par contre, les compétences où c'est un peu plus compliqué, en fait, nous, on travaille dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, comme l'a dit Michel, il y a aussi une bascule qui est faite depuis 2020, c'est-à-dire que l'agriculture, elle a dû être en distanciel, sachant que c'est des métiers en général qui sont en présentiel. Il faut aller dans les élevages, il faut aller voir les éleveurs, les modèles économiques sont autour d'une présence humaine associée à un service, que ce soit les coopératives, les fabricants d'aliments, etc. On voit que là, le fait qu'il y ait eu le confinement, c'est des métiers qui ont été un peu stoppés quand même dans leur démarche, et qu'il va falloir réfléchir à des modèles qui vont être entre du présentiel et du distanciel. Sauf que faire du distanciel avec des exploitations qui sont parfois situées dans des territoires peu numériques, on va dire, enfin peu couverts par les technologies, voilà, c'est un peu un palier qu'il va falloir franchir. Et par ailleurs, il va falloir revoir la manière de fonctionner. Donc on va être plutôt sur des personnes dans ces structures-là, enfin chez nos clients, qui vont devoir adosser du numérique à une offre traditionnelle. Et là, nous, on voit que les profils qu'on va avoir besoin pour accompagner nos clients sont plutôt des profils de chefs de projet ou de conseillers qui vont devoir apporter une connaissance du numérique en termes d'usage et qu'il va falloir transposer sur une compétence métier. Donc, si je parle rapidement, c'est quelqu'un qui habituellement vendait de l'aliment, donc des sacs d'aliments, va devoir vendre son aliment, plus apporter un conseil via une solution numérique, donc un peu comme celle que Copix propose, c'est-à-dire d'avoir un outil numérique dans l'élevage qui permette de quantifier, par exemple, est-ce que les animaux mangent ou ne mangent pas, pourquoi ils ne mangent pas, et est-ce que l'ambiance dans laquelle ils vivent les amène à bien consommer l'aliment. Donc vous voyez, on passe sur quelque chose de plus hybride, et il va falloir accompagner les conseillers historiques qui étaient plutôt sur savoir quelle était la composition de l'aliment, parce qu'il va falloir qu'il utilise des données numériques pour le faire. Et là, on va devoir trouver des gens qui ont des profils chefs de projet, des gens qui savent manipuler le numérique, un peu les solutions aussi comme Michel, parce qu'il va falloir interagir, et puis capter de la donnée, analyser des données qui ont été captées dans les élevages. Donc on voit bien que là, ces métiers-là, on ne va pas trouver de la formation tout de suite, mais c'est une combinaison de gens qui auront des compétences numériques, peut-être de l'analyse de données, et aussi un savoir-faire commercial, on va dire. L'année 2020, année extrêmement particulière, qui a eu... ça a été un peu un effet d'aubaine pour le monde du numérique, parce que ça a eu un effet extrêmement accélérateur. Donc l'économie s'est trouvée un petit peu dans un paradoxe. D'un côté, des entreprises qui ne savaient pas si elles allaient exister toujours demain, et puis les entreprises du numérique qui ont eu un gros effet accélérateur, avec une année 2020 où les gens sont restés quand même un petit peu frileux à se demander aussi quel était le contexte d'avenir. Donc si on regarde l'enquête emploi, dont j'ai ressorti quelques données précises, donc l'année 2020 a révélé donc 60 emplois supplémentaires nets dans les TPE-PME, ce qui est plutôt bien dans le contexte que l'on a vécu. Et si je rajoute les entreprises de la photonique, puisque bon, je sais pas, enfin ça dépend des prismes, mais au niveau de la région Bretagne, la photonique fait partie du numérique. Donc on est là à la fois sur un côté software pour des entreprises de l'informatique et un côté hardware pour les entreprises de la photonique ou de l'électronique. Voilà. Et donc là, sur les entreprises de la photonique, il y a des entreprises qui ont eu clairement un stop dans des commandes où elles étaient en réactivité et en production. Mais globalement, l'année 2020 a été bonne, avec un développement économique intéressant, avec un effet extrêmement accélérateur sur l'année 2021, où en début d'année, on a questionné des entreprises pour savoir quels étaient leurs besoins en recrutement, puisqu'on voyait que ça partait dans tous les sens. Et donc, on a, à horizon fin 2022, estimé à 500 emplois le besoin des entreprises du numérique. Donc, on s'est mis dans une action. Tout cela corrélé aussi au plan social Nokia, parce que 2020, il ne faut pas l'oublier, Nokia a annoncé la suppression de 400 emplois. Ça veut dire la moitié du site de Lannion.
Il y a eu de la négociation syndicale qui a fait que ces 400 emplois supprimés se sont transformés en 250, ce qui était beaucoup plus supportable pour notre territoire. Ceci dit, on s'est mis en ordre de marche pour trouver les relais de croissance, faire en sorte que cette entreprise Nokia qui avait recruté énormément de monde ces dernières années, qu'on puisse bénéficier de l'effort que cette entreprise avait fait pour faire venir des talents sur le territoire et de faire en sorte que ces talents restent sur le territoire et ne s'éparpillent pas. Puisqu'on n'était pas dans un contexte, une problématique de reclassement de personnel, parce qu'on sait que c'est des profils qu'allaient trouver des entreprises à Rennes, à Brest, à Paris, à Lille, à Marseille. Enfin voilà, si elles étaient mobiles, elles pouvaient trouver n'importe où. Mais nous, ce qu'on souhaitait, c'était de faire en sorte que ces entreprises restent sur le territoire. Donc on a essayé de mobiliser, elles se sont aussi mobilisées assez naturellement toutes seules, mais on a en tous les cas essayé de renforcer le message en disant si vous avez des besoins en recrutement, profitez-en. Vous avez des profils formés déjà sur le territoire, donc il n'y a pas toute cette démarche d'attirer des talents, donc profitez-en pour vous développer. Et puis parallèlement, on a aussi travaillé à attirer de nouvelles entreprises. Et donc on a, au regard des compétences licenciées par Nokia, regardé quel type d'entreprise pouvait être intéressée par s'implanter sur le territoire, plutôt que de faire partir les gens et de les recruter sur d'autres sites, plutôt de leur dire créez un site sur Lannion. Et ça a permis notamment des belles réussites, puisqu'on a l'implantation de l'entreprise Qualcomm, qui a recruté à ce stade 6 personnes et qui continue de recruter. Donc ça, en termes de reconnaissance de l'écosystème numérique et télécom de Lannion, c'est assez puissant d'un point de vue image. Et on a aussi pu développer un projet autour de la 5G et de la souveraineté autour de la 5G avec l'IRT Bicom, l'Institut de recherche technologique, qui a acté le recrutement de 80 emplois sur Lannion pour développer ce projet. Donc clairement, on a vraiment trouvé les relais de croissance pour les compétences de Nokia. Et aujourd'hui, si on fait un bilan qu'on a fait au mois de juin, depuis le début 2021, les entreprises ont recruté quasiment 250 personnes sur les 500 qu'on avait estimés. Et donc, ça a permis aux salariés de Nokia de pouvoir se rester, pour ceux qui le souhaitaient, sur le territoire, avec la nécessité de continuer d'attirer des personnes d'ailleurs et du coup aussi de travailler sur la formation pour faire en sorte que ces entreprises se pérennisent sur le territoire. Le focus qui est fait sur les Côtes d'Armor est vraiment intéressant. Moi, je suis les enquêtes d'ADN depuis un certain nombre d'années, c'est très riche. Je vais vous donner un exemple. Je rebondis sur le chiffre. 70% des recrutements viennent en dehors des Côtes d'Armor. Ce chiffre-là, il est très important. Il correspond complètement à ce que nous, on mesure sur... on a une formation juste à côté qui forme des techniciens informatiques, télécom, réseau, cybersécurité pour les ministères de la Défense et de l'Intérieur. Il y a 5 ans, on recrute des BTS principalement et des DUT. Donc des informaticiens. Il faut falloir juste que, quand on va parler des emplois, on sache bien si on parle d'informaticiens ou bien d'autres métiers qui utilisent le numérique. Là, je parle d'informaticiens. Et il y a 5 ans, 90% du recrutement se faisait sur des BTS en Bretagne, notamment dans les Côtes d'Armor, avec Chaptal, Rabelais, le Dantec. Bon, c'est tout, d'ailleurs. Et aujourd'hui, en fait, c'est 50%. Là, on embauche quelqu'un qui va travailler sur l'Île-de-France pour démarcher les lycées, les BTS, pour les ramener ici, faire une année et ensuite qu'ils soient recrutés. Et tout est là, tout est dit. Alors, je vais vous donner un autre chiffre. Aujourd'hui, le vivier d'informaticiens, de jeunes. Donc, pour être un informaticien, il faut une formation de base assez solide. On l'estime à peu près à 2 ans. Ou équivalent 2 ans. C'est pas rédhibitoire, mais c'est juste pour avoir une idée. Alors c'est marrant, ça correspond aux viviers dans lesquels les entreprises vont puiser. Donc les BTS, SEO, j'ai cité les 3 lycées, et les BTS SN, c'est un bon vivier. Donc on a à peu près 600 jeunes parents en région Bretagne. Et puis les DUT, on est à peu près à 300 diplômés par an. Donc il y a un vivier de 900 qui ne bouge que très peu. Les DUT stagnent, les BTS augmentent un peu. Et vous remettez ça à l'échelle de la Bretagne, à ce vivier-là, et vous voyez le bassin d'emploi de Lannion, en termes de profil informaticien. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, il y a des goulots d'étranglement. Donc ça veut dire qu'il y a du boulot ?
pour ceux qui veulent se mettre à niveau à tout âge. Il y a de quoi se mettre à niveau. Mais il va falloir aussi que très vite le dispositif de formation en braille, et pas que sur la formation continue, je vois ma collègue de l'AFPA, on le sait, mais aussi en formation initiale. Ça, c'est déjà le premier pan. Après, on pourra parler ensuite des enjeux de l'usage du numérique dans les autres métiers, qui est aussi un bel enjeu. On voit que nous sommes sur un territoire où il y a une réelle dynamique, en tout cas c'est ce qu'on en retient. Il y a des besoins exprimés, donc on va parler ensuite de recrutement. Et tension sur le marché, je pense que ça illustre un petit peu ce qu'on est en train de se raconter, parce que justement sur l'enquête ORCN 2020, quand on regarde les réponses des entreprises costarmoricaines, à 43%, les établissements jugent qu'il y a une pénurie de ressources numériques sur le territoire. Donc on n'a pas inventé l'eau chaude en disant ça, vu ce qu'on vient de se raconter. En s'appuyant sur les données régionales de l'enquête, les principaux postes sur lesquels les entreprises prestataires ont recruté en 2020, c'est ceux que vous voyez à l'écran. Donc les fonctions support, le développement commercial et tout ce qui va toucher au marketing et à la communication digitale. Les entreprises ont quand même indiqué que malgré le contexte sanitaire 2020, sur une perspective à 3 ans, les recrutements étaient plutôt favorables. Donc, on va avoir des premiers retours là avec l'année 2021 qui est en cours et bien entamée vu qu'on est au mois de septembre tout à l'heure avec les intervenants. Et ça laissera du coup regarder sur les années à venir. Donc pour 82% des établissements, la crise sanitaire ne devrait pas avoir d'incidence sur l'année 2021. Donc c'est là qu'on sera intéressé d'avoir votre retour arrivé au mois de septembre. Pour 62% des entreprises, elles allaient maintenir leurs effectifs numériques sans embauche. 25% d'entre elles allaient augmenter leurs effectifs et 12% d'entre elles allaient embaucher un collaborateur pour remplacer un éventuel départ. Lorsque nous demandons aux établissements du coup, d'imaginer les recrutements sur les 3 prochaines années, plus d'une entreprise sur 2 allait augmenter ses effectifs dans le numérique. Donc on voit que la demande va continuer à croître et qu'il y aura un vrai enjeu de recrutement par rapport à ça, puisqu'il y a une perspective positive au niveau de l'embauche. Je vous laisse du coup rebondir là-dessus. Pénurie, très honnêtement, ce que je peux juste dire, parce que je suis concerné par ça récemment, c'est que ça chasse dur sur les profils qui sont jeunes, qui ont du digital, pour aller dans des entreprises plus traditionnelles. Je dis que voilà, ça chasse avec des cabinets de recrutement qui prennent le temps, et les entreprises payent des cabinets de recrutement. Je pense que c'est des tickets assez élevés pour avoir ces profils formés, disponibles, mobiles. Donc on a parlé de mobilité. Donc en général, ceux qui sont mobiles, le plus mobiles, c'est ceux qui n'ont pas encore fondé une famille, ne se sont pas établis, ou qui peuvent travailler en remote, là, comme ça se fait beaucoup, c'est-à-dire de rester sur leur lieu de vie et de faire du télétravail et puis de se déplacer de temps à autre. L'autre point, je pense, sur les territoires pour qu'ils soient attractifs, moi, ce que je regarderais, c'est les naissances dans les maternités. Je ne regarde pas le reste. Parce que s'il y a des naissances dans la maternité, c'est qu'il y a des gens qui s'établissent sur le territoire, qui vont former une famille, et ce qui va les établir en termes de résidence. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a des enfants, ils vont à l'école, tout ça, c'est plus compliqué, on va dire, de se déplacer. Par contre, ce qu'il faut faire savoir, c'est qu'il faut qu'il y ait un emploi pour les deux, le couple. C'est-à-dire un qui peut télétravailler, en effet. L'autre, il faut qu'il se trouve un emploi sur le territoire. Donc, voilà, des emplois quelquefois qui sont plus typés féminins que masculins, mais pour moi, c'est cette question-là qu'il faut se projeter, c'est est-ce qu'il y a des emplois pour des couples sur nos territoires et est-ce qu'on est capable de les accueillir ? Je vous donne un exemple, j'ai accueilli des stagiaires, un stagiaire qui venait de Marseille cet été, donc 6 mois, et un autre de Paris. Le coût du logement, moi je le paye, un stagiaire, on le paye en moyenne 500, 600 euros. Voilà. Coût du logement à Lannion, 600 euros. Voilà. Qu'est-ce qui va le faire venir à Lannion ? Déjà, il vient de Marseille. Et tout son indemnité de stage passe dans le logement. Voilà, ça, c'est des vraies questions. Et avant même de se dire, est-ce que je vais réussir à recruter des talents, est-ce que je vais être capable d'accueillir des gens sur le territoire, sachant que nous, on est quand même sur des territoires provinciaux, donc les niveaux de salaire sont moins élevés que sur des grandes métropoles. Donc la capacité financière des gens, s'ils ont le même coût de vie que sur une métropole où ils ont plus de services, etc., dans des territoires provinciaux, ils vont faire le ratio assez rapidement. Donc moi, je pense que là, on rentre dans une période où quand on voit que l'État dit qu'il y a 1 million d'emplois à pourvoir, on va être sur une chasse, ça veut dire qu'il va y avoir une petite guerre
de recherche de profil. Et est-ce que ça va se jouer simplement sur le cash qui sera payé aux salariés? Je ne suis pas sûr. C'est comment on va pouvoir l'accueillir et ce que tu disais tout à l'heure, le maintenir sur le territoire pendant une durée donnée pour qu'il participe aussi au financement en fait, des infrastructures scolaires, petite enfance, sportive. Voilà. Moi, c'est ma vision personnelle, mais j'espère qu'elle est partagée. Ouais, j'aurais tendance à dire qu'il y a une bonne nouvelle avec le Covid, c'est que on a tous pris l'habitude de travailler à distance, et donc c'est une belle opportunité pour des régions comme les Côtes d'Armor d'implanter de nouvelles entreprises. On a beaucoup parlé de Lannion, mais je pense que Saint-Brieuc peut être encore mieux placé avec la proximité avec le train. Le frein, moi je suis un peu inquiet de ce qui a été dit tout à l'heure par le vivier qui existe de compétences en fait, numériques sur le territoire. Notre développement économique en fait, des entreprises et donc l'implantation des entreprises va complètement dépendre de notre capacité à recruter. Donc ça c'est un vrai souci. Et en parallèle de ça, là on fait le statut aujourd'hui, mais comme les habitudes sont prises de travailler à distance, ça veut dire que l'accélération de la demande va se prolonger et donc on va vraiment avoir un nœud à ce niveau-là. Il y a un autre élément que je voulais indiquer aussi, c'est que nous, on est des sociétés qui font de l'informatique, mais sinon, avec le Covid également, il y a eu une accélération du numérique, une accélération des modes de consommation, des modes de commercialisation des produits des entreprises. Et donc, toute la partie marketing digital dans les entreprises et toutes les entreprises concernées, toutes les entreprises doivent se transformer et doivent travailler énormément sur le digital. Donc, ça veut dire que toutes les entreprises doivent recruter des profils dans le marketing digital. Et je pense que c'est il y a une vraie transition à opérer. Il y aura des vrais déficits en fait dans ces compétences qui sont essentielles en fait pour le maintien économique des entreprises. Donc il y a un vrai travail de fond pour travailler sur ces formations numériques, pas forcément uniquement en développement informatique, mais tout ce qui est usage d'outils numériques pour les entreprises dans tous les domaines. Sur la partie de diagnostic des besoins d'emploi par les entreprises, l'étude sépare bien les entreprises utilisatrices des entreprises prestataires. Le niveau de conscience et d'anticipation des prestataires est beaucoup plus élevé. Toutes les études le montrent année après année. Donc j'ai tendance à penser que les besoins sont sous-évalués sur les utilisateurs parce qu'ils se projettent beaucoup moins. De même, c'est ce qu'on a remarqué sur les grands groupes. Nous, on travaille aussi, on fait une formation en cybersécurité pour le groupe Orange. On forme des salariés sur toute la France et même en Afrique, à distance. Et on les voit qui sont très proactifs sur ce sourcing, sur cet enjeu. Ils arrivent même à sous-traiter quasiment avec des écoles. Voilà. Mais ils sont proactifs. Ils l'ont vu comme une vraie menace, cet enjeu d'accès à la ressource. Je crains que les entreprises de taille moyenne, qui n'ont pas forcément une démarche aussi, se retrouvent le jour où elles ont besoin. Voilà. Et dernier point, il y a aussi un début de pénurie sur les enseignants. Parce qu'on va nous dire faire des formations. Bon. Moi, c'est la première fois hier où j'ai été en contact avec un cabinet de chasseurs de tête. Parce que pour un poste d'enseignant, première fois. C'est une boucle comme ça, parce qu'avant, on avait des professionnels qui venaient se former, mais maintenant, ils ont des perspectives aussi de carrière, ils ont plus difficiles, et c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire que ouvrir des formations, oui, mais encore faut-il qu'il y ait des enseignants avec des niveaux de salaire qui ne sont pas ce qu'on... Si, attention, les niveaux de salaire augmentent. Donc, dans la formation, ce n'est pas forcément là qu'on va trouver les meilleures rémunérations. Désolé de plomber l'ambiance. Laurent, on est là pour poser ce qui existe et ce que tu vois. Pour rester positif, excuse-moi, parce que je voulais... Oui. Ce qui veut dire, je rejoins, un territoire, à l'inverse, qui générera de la ressource humaine, c'est un territoire où les entreprises vont venir. Parce que les entreprises dans le secteur numérique, elles sont beaucoup plus mobiles, il y a beaucoup moins d'usines à déplacer. Donc, à l'inverse, ça peut être... Il ne faut pas le voir comme une menace. C'est-à-dire que si on passe cet obstacle-là, ça peut être une vraie opportunité. Et des opportunités d'implantation sur le territoire,
On n'en reçoit pas tous les jours, mais à titre d'exemple, j'en ai eu une hier, en fait, une entreprise du nord de l'Europe qui est intéressée pour s'implanter. La problématique, ça va être effectivement de trouver des compétences. Là-dessus, c'est vrai que quand il y a eu, je reviens sur l'annonce du plan social Nokia, au final, ça a attiré beaucoup d'entreprises et on n'a jamais eu autant de projets d'implantation à gérer simultanément. Donc c'est vrai que d'une situation difficile, on a réussi à la transformer entre guillemets en opportunité. Même si c'est pas une opportunité, hein, un plan social dans une entreprise, mais ça a aussi permis de multiplier le nombre d'entreprises sur lesquelles un territoire peut s'asseoir. Pour revenir sur la question du télétravail, alors opportunité ou menace, c'est très très compliqué. Voilà, c'est une opportunité parce que ça permet aux entreprises d'être beaucoup plus agiles, d'aller chercher des compétences n'importe où en France et de pouvoir travailler avec elles. Par contre, ça défige les entreprises par rapport au territoire. Et du coup, les entreprises sont beaucoup moins, on les identifie moins, et c'est beaucoup plus difficile de travailler, de construire quelque chose avec elles. Ça amène aussi peut-être un effet un peu pervers, c'est au niveau des salaires où des gens qui travaillent effectivement de Lannion pour une entreprise parisienne bénéficient d'un salaire et donc il y a un effet d'intérêt à la fois de bénéficier du pouvoir d'achat et de la qualité de vie et du coût de la vie d'un territoire en province tout en bénéficiant d'un salaire parisien, ce qui va à terme devoir amener les entreprises en province à rehausser leur salaire. Et donc voilà, ça a des effets forcément un peu pervers. Après, on l'a vu là à 2-3 reprises. Le télétravail, la présence des gens sur certains territoires peut amener des opportunités d'implantation. Et pas plus tard qu'hier, on était au forum de la cybersécurité à Lille. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une des entreprises qui était présente sur le stand Bretagne avait la moitié de ses effectifs en télétravail à Lannion. Et commençaient à nous demander, puisqu'ils étaient localisés dans des endroits qui n'étaient pas forcément super bien raccordés à la fibre, nous demandaient des salles de réunion pour pouvoir faire les réunions de travail. Et petit à petit, on leur a amené l'idée de plutôt de créer aussi un pôle sur Lannion, un pôle effectif, réel, puisque c'est vrai que ces personnes, à part en discutant à droite à gauche, en bouche à oreille, et Gwenaëlle avait eu l'occasion d'échanger avec eux précédemment, c'est très difficile de mettre la main dessus. Donc, réussir à identifier par le biais des espaces de coworking qui est là, pourquoi il est là, avec qui il travaille, pour qui il travaille, ça peut être aussi un effet intéressant pour nos territoires. Et voilà, mais c'est vrai que ça rend un peu plus diffus, un peu moins prégnant, un peu moins, on maîtrise un peu moins les choses avec ce côté multiterritorial. Merci. Gwenaëlle, Michel, en termes d'implantation, et pour Copix et pour Apisi, sur le passé et aussi sur ce que vous entrevoyez sur les années prochaines, les prochains mois. Alors, Copix, nous, depuis la création, en fait, on était bicite, on va dire, puisque le siège social est à Lannion, mais j'avais des collaborateurs qui étaient à Rennes, enfin j'en ai toujours, mais c'était aussi pour avoir ces compétences-là, c'est-à-dire que si j'avais dit c'est en présentiel à Lannion, j'aurais pas pu les recruter. Donc voilà. Bon, c'est pas pour autant que voilà, il y en a qui arrivent à partir aussi parce que quand on est à Rennes, les opportunités autour de Rennes, c'est énorme. Je pense que le marché là-bas, il est encore plus tendu avec les Parisiens aussi qui viennent sur Rennes, voilà. Plus de turnover. Alors, on en discutait en venant avec Estelle et Laurent. En fait, donc là, je vais plus recentré sur Lannion au niveau du siège social. Donc on a pris plus de mètres carrés à Lannion. Ça, c'est une bonne chose. C'est qu'à Lannion, on peut prendre du mètre carré. Ça ne nous coûte pas aussi cher qu'à Rennes. C'est-à-dire qu'on a pratiquement le triple de mètres carrés à Lannion pour le même prix en centre-ville à Rennes. Par contre, je pense qu'il est important aussi pour la cohésion d'une entreprise que les collaborateurs se voient. Il ne faut pas qu'il y ait des collaborateurs qui soient des fantômes, c'est-à-dire qu'on les voit en visio ou on les a au téléphone, mais on ne les voit jamais physiquement. Il n'y a pas d'échanges sociaux, on va dire, entre les personnes. Donc ça fait souvent des équipes qui ne sont pas unies, surtout dans les petites PME. Enfin, nous, on n'est pas 100, on est 10. Et les stagiaires, il faut les accompagner. Si on prend des apprentis, il faut être aussi en présentiel avec eux. Donc voilà, il y a cette notion-là. Mais par contre, ce qu'il faut penser au niveau de la logique de territoire, et là je dis Grand Ouest, on en parlait tout à l'heure, c'est que moi, par exemple, j'ai recruté ma directrice adjointe, elle va être à Brest. Il faut que je puisse la voir sans avoir 1h30 de trajet
pour la voir, si on veut se voir. Donc par contre, réfléchir à est-ce que je peux la voir à Morlaix, et est-ce qu'à Morlaix, je peux faire une réunion dans un environnement de réunion professionnelle, est-ce que je peux avoir accès à un Internet, et qui est mon point de contact. Même chose, si je vais à Carhaix, ou à Carhaix, je trouve une salle de réunion, je peux me poser. C'est-à-dire que je ne vais pas dans le restaurant ou dans le... Bon, à Carhaix, je pense qu'il y a des bars et autres, mais ce n'est pas les endroits professionnels. Et ça, en fait, il faut que les mairies et les structures elles pensent ça. C'est-à-dire qu'une société de Lannion qui a une réunion à faire à Carhaix ou à Rostronin, où elle trouve un point de chute, elle peut faire une réunion d'1 heure, 2 heures, il y a un point de contact. Et comme ça, elle peut faire venir un collaborateur, par exemple, qui est à Vannes. Voilà, ça fait 1 heure chacun. Celui de Vannes que vous lui dites, tu viens à Lannion, bah, c'est 2h30 aller, donc 5 heures dans la journée, bah, c'est mort. Hein. Ça, c'est, voilà, donc, et tout ça, c'est avec de la connectivité. Parce que si c'est pour se retrouver dans une salle de réunion, mais on met le PC, bah, il n'y a pas de débit, rien, bah, on n'y va plus. Donc je pense que cette notion-là, il faut l'avoir, parce que quand on aura des travailleurs en remote, c'est le terme un peu qui est employé maintenant, au lieu de télétravail, on utilise remote, mais bon, ça veut dire la même chose, hein. C'est que il faut penser à ce que ces gens-là, il faut quand même les voir 1 fois par semaine, soit qu'ils arrivent à venir dans l'entreprise au siège social, soit qu'il y ait des collaborateurs qui se voient entre eux pour qu'il y ait ce lien qui reste maintenu, parce qu'autrement, la personne, au bout d'un moment, si elle voit personne, de toute façon, celle qui est en télétravail, elle va s'user, et voilà, la motivation va plus être là. Il n'y aura pas une notion d'adhésion plutôt, pas d'adhésion, d'adhésion au groupe. Effectivement, sur l'implantation multisite, mais je vais prolonger en fait ce que tu dis sur l'aspect télétravail. Alors, bien avant le Covid, j'ai pu recruter un salarié qui avait fait sa formation sur Lannion, mais qui travaillait en télétravail depuis quelques années pour une société qui était à Angers ou ailleurs, et qui avait choisi de changer d'entreprise parce que justement, il avait perdu le lien social avec les collègues. Et donc, l'aspect lien social, en fait, il est quand même essentiel. Alors c'est un peu paradoxal que je vous dise ça, parce que moi je vends de la visio, hein, donc si vous pouviez utiliser la visio tous les jours avec nos solutions, ça serait très bien. Mais je confirme qu'il faut quand même se voir de temps en temps, et donc le lien social, d'avoir des lieux pour se retrouver avec ses collègues, donc ça je suis tout à fait d'accord. L'autre point que tu as évoqué, qui me paraît aussi très bien, qui est d'avoir des points de coworking ou des points de passage, mais ça peut être dans des petits villages, hein, et pour que justement ces salariés aient un peu de lien social avec des collègues qui sont peut-être dans d'autres structures pour certains jours dans la semaine, et de temps en temps venir voir les collègues au siège de l'entreprise, ça me paraît essentiel. Des tiers-lieux bien situés, équipés, avec des petits bureaux réservables ou non réservables, des salles de réunion réservables ou non réservables. Et je disais, moi, la vision Bretagne que j'ai, il y a une place qui est super bien située. On ne va pas parler que de Lannion, c'est Saint-Brieuc, qui est en gros à 1 heure de grands pôles bretons. Et dans un monde de travail qui se transforme, dans un monde où il y a une compétition pour aller chercher les salariés, il faut qu'on prenne en compte ces sujets-là comme autant d'opportunités pour conserver et attirer de la ressource, mais on va parler recrutement, formation après, conserver et attirer de la ressource sur nos territoires. Il ne suffit pas de mettre des lieux de coworking ou des lieux dans lesquels on puisse venir travailler, mais il faut que ces lieux soient accessibles en fait pour les salariés. Et donc il y a une question à se poser entre le financement de l'accès à ces lieux. Est-ce que c'est l'entreprise qui prend complètement? Est-ce que c'est le local, le départemental qui prend une partie pour inciter les salariés à accéder à d'autres entreprises et à vivre finalement en local? Là, il y a une réflexion à mener sur ce point. Justement, pour compléter, en prenant une vision un peu plus macro, au sein d'ADN West, c'est une réflexion qui a été portée par les adhérents. Comment faire quand je suis angevin et que je me déplace momentanément dans le golfe du Morbihan? Donc il y a une réflexion justement de tiers-lieu. Mon collègue adhérent qui est basé à Lorient, je viens de Angers pour une journée, je peux aller dans ses locaux, etc. Donc c'est vrai que c'est une problématique qui rejoint beaucoup d'entreprises a priori. Et en fonction de nos structures respectives, je pense qu'on a tous un peu de pain sur la planche pour travailler à ces sujets-là. Pour passer au thème alternance stage formation, à 43%, les établissements qui ont répondu à l'enquête ORCN prévoyaient des formations sur l'année 2021 pour leurs collaborateurs. Donc c'est extrêmement important, surtout dans un contexte où on a connu une crise sanitaire, où on a évolué dans nos pratiques de travail.
d'être formés et de connaître les nouveaux usages, les nouveaux outils. Au cours de l'année 2020 toujours, il y a 63% des établissements qui ont accueilli un stagiaire. Donc c'est pas neutre, les entreprises ont joué le jeu pendant cette période sanitaire d'accueillir des stagiaires. Et au niveau des alternances, quand on prend le volet apprentissage, donc contrat de professionnalisation et contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage, les établissements ont respectivement employé ou emploient toujours 46 et 38% d'alternants. Donc ces formations vont continuer cette année, notamment avec les aides de l'État qui vont poursuivre jusqu'à fin 2022. Ça va permettre aux entreprises de poursuivre ce volet alternance qui est très important. On avait commencé, Laurent, tu avais commencé à aborder la thématique de la formation, du sourcing. Quel éclairage tu peux apporter là-dessus? Quelle vision? Et puis surtout, on l'a dit tout à l'heure, on voit que les Bac+2 formés en Bretagne ne suffisent pas à nourrir les besoins en formation complémentaire pour des recrutements plus tard. Alors, cet éclairage sur la partie formation, je te laisse reprendre le sujet, si tu veux bien. Donc, là, on va parler peut-être de la partie informatique, sachant que la partie informatique, il y a quelques années, on parlait de logiciels, de programmation. En plus, l'informatique, elle est partie dans plein de directions, dans plein de métiers, et qui ne renvoient pas tout à fait au même socle de connaissances, aux mêmes aspirations. Hein. Ça s'est diversifié après vers les réseaux, le système d'information, la modélisation, l'optimisation, la cybersécurité récemment. C'est devenu, ce que j'évoque, c'est des parcours en fait, au début, il y avait un seul parcours informatique au CNAM il y a 20 ans, 30 ans. Et là, c'est autant de parcours qui se sont créés. Donc, c'est aussi, ça atteste d'une institutionnalisation d'un certain nombre de spécialités et de branches différentes. Et la dernière née, c'est tout ce qui est data IA. Donc, ça, c'est, on va dire, ce champ-là, globalement, peut-être que j'en oublie, mais enfin, structure le champ de la formation des futurs informaticiens. Et pour y aller, il faut effectivement avoir une formation, j'allais dire, de base assez solide. Donc, j'ai évoqué la situation du vivier. Alors, comment améliorer ce vivier? Il y a déjà un biais dans ce vivier-là. C'est que ce vivier, il a du mal à capter, il capte des profils assez similaires, que ce soit en DUT ou en BTS, c'est-à-dire 80% de garçons, et avec une représentation qui est en train de s'installer dans un certain nombre de familles et de jeunes, c'est que informatique égale geek, égale jeu vidéo, égale garçon, égale atrophier des jambes, quoi. C'est-à-dire que je passe mon temps derrière un écran. Alors, c'est une représentation ou tout autant une absence de représentation, en fait, sur des familles et des jeunes sur les métiers. En tout cas, nos filières traditionnelles ont ce biais-là. Donc, l'idée, alors que pour faire de l'informatique, il y a des femmes qui sont cadres et réussissent remarquablement bien parce qu'on est moins dans le développement, on est plus dans les systèmes d'information, dans l'organisation. Donc, en fait, on peut présenter des métiers, on doit les présenter et montrer qu'ils correspondent à une diversité de profils. La bonne nouvelle, quand même, c'est que désormais, il y a un enseignement obligatoire dans les lycées en sciences et techniques numériques. Alors, c'est peu, hein, c'est 1h30 en seconde, puis après, c'est devenu optionnel. Mais néanmoins, il faut construire déjà sur cette base-là. Et donc, voilà, l'enjeu, c'est comment créer des formations où on va sortir de cette stricte identification geek. Sinon, il va nous arriver à ce qui est arrivé dans les métiers de l'industrie il y a quelques années. Alors, il y a des pistes. Pourquoi on ne pourrait pas faire de l'informatique et faire du sport, par exemple? Je dis ça parce qu'à Saint-Brieuc, c'est la principale filière de poursuite d'études, c'est les sports. Bien devant, hein, on est à 500, 600 étudiants en STAPS et 40 dans les formations de base d'un numérique. Il faut attendre qu'on soit chez l'employeur pour qu'on s'aperçoive que dans les sociétés informatiques, ils mettent à disposition des vélos, des douches, etc. Mais dans les études, pas du tout. Tu es derrière un ordinateur toute la journée. Il faut casser les représentations. L'informatique peut aller aussi sur l'humanité, sur les humanités.
dans ces applications toucher énormément d'autres aspirations que uniquement le programme. Donc je pense qu'il y a cet enjeu-là qu'on essaye de dépasser. On n'a pas le choix, il nous faut être créatif. Et attirer effectivement les gens. Après, il y a les adultes. L'AFPA le fait très bien à Ifignac sur les formations en informatique. Nous, au CNAM également. Mais nous, on a tendance à arriver sur des gens qui ont déjà quand même un socle de compétences. Pour faire venir, il faut se mettre aussi dans la tête des jeunes et de leurs familles. Donc, par exemple, Gaël Nick citait la transition écologique. L'informatique peut aider à ça. Ça peut modifier aussi la représentation du métier. Il y a des aspirations. Il faut faire avec la ressource telle qu'elle est. En formation, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des employeurs, il y a des futurs salariés. Nous, on essaye d'ajuster constamment les deux. On essaye de jouer sur plusieurs cordes. L'alternance est une façon d'introduire la formation des adultes. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'est plus dans une situation où les entreprises puisaient des cohortes de jeunes diplômés, comme dans les années 80-90, en se disant, j'ai pas... Non, là, un des gros défis, c'est l'attractivité de la part des jeunes et des moins jeunes. C'est un vrai enjeu. Alors c'est un bel enjeu, hein, parce qu'avant, c'était la variable d'ajustement où on allait au chômage. Là, en fait, il faut qu'on construise tous, entreprises comme organismes de formation, nos dispositifs pour qu'ils forment de la compétence, mais aussi qu'ils attirent des gens qui veulent bien faire l'effort, parce qu'il faut quand même faire un effort. On va pas dire qu'on va être spécialiste d'intelligence artificielle en 3 semaines, qui veulent bien faire l'effort d'acquérir C'est un bel enjeu. C'est un bel enjeu, mais voilà, c'est pour ça qu'on est là. Quand on a commencé à travailler sur le projet d'école intelligence artificielle, on avait un doute sur la capacité à sourcer les bons profils de candidats. Et là, la preuve par l'exercice, a priori, il y a un bon potentiel de profils qui n'étaient pas à la base numérique et qui ont pourtant le socle de compétences et de savoir pour se transformer. Et la motivation. Il faut casser les codes, effectivement. Je pense qu'on a des clichés. On parlait tout à l'heure de l'informatique homme-femme. Il y a les clichés aussi sur l'accès à un métier. Par exemple, on va dire l'informatique, non, c'est pas accessible, il faut que je fasse une prépa, il faut que j'y accède, alors que c'est complètement faisable. Alors, je vais vous dire une boutade. Moi, j'ai un CAP électricien à la base. Bon, après, je suis passé par autre chose et j'ai fait le CNAM et je suis très content d'avoir fait le CNAM. Donc voilà, c'est accessible. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense qu'il faut aussi vulgariser. Alors, vous parlez de l'accès aux entreprises pour s'imprégner de ce qu'est une entreprise. Moi, je dirais, avant d'y arriver dans l'entreprise, parce qu'il y a une difficulté là-dessus, avant d'y arriver, je pense qu'il faut aussi faire la promotion en fait, de ce que sont les entreprises. Et aujourd'hui, on consomme beaucoup de petites capsules vidéo en fait, qui donnent des images et peut-être changer un peu la vision des choses par des illustrations de ce qui se fait en fait. Et donc pour que ceux qui s'y intéressent en fait, puissent aller consommer, aller regarder ce qui se passe. Et donc il faut faire du marketing là-dessus, je pense, pour changer un peu la vision des choses. Pour prolonger ce que vous dites aussi, moi, je trouve qu'il y a une formule qui est très bien, c'est le fameux stage de 3e. Nous, on en accueille tous les ans. Alors, l'année dernière, c'était un peu plus compliqué, mais le stage de 3e, pour avoir une petite immersion en entreprise, je pense que c'est très intéressant pour les élèves. C'est peut-être un peu tôt, il en faudrait peut-être d'autres dans le cursus pour donner la possibilité d'aller dans les entreprises. Alors, par contre, il y a quand même à côté de ça une difficulté pour les entreprises. On ne peut pas... multiplier non plus trop d'accueil, hein, et je comprends que vous ayez eu les portes un peu fermées quand vous voulez faire des immersions en entreprise. En tout cas, il y a peut-être des formules à travailler qui sont un compromis entre ce qui est trop lourd pour l'entreprise et ce qui apporte en fait pour ceux qui s'intéressent à des métiers. Il y a IMT Atlantique, donc c'est quand même l'école d'ingénieurs de Brest. En rentrée scolaire, là, au mois de novembre, ils vont faire un bus qui amène les étudiants dans différentes entreprises sur le territoire. Donc, ils prennent un bus à Brest
Et en fait, ils parcourent pendant 2 jours la Bretagne. Et ils ont des stops dans des entreprises de différentes thématiques. Donc je sais qu'ils étaient allés voir les chaudières là, du côté de Saint-Égonec, les entreprises Morlaix. Après, ils étaient venus voir Copix. Après, ils allaient voir une autre société sur Saint-Brieuc. Alors, ça prend du temps. C'est comme dit Michel. Moi, je prends une matinée pour les accueillir. On accueille 20 étudiants. Vous parlez de ce que vous faites. Ils sont dans l'entreprise. Ils voient les autres collaborateurs. Et ça peut déboucher sur un stage court, parce qu'en première année, je crois qu'ils ont un stage court de 3 semaines à faire. Donc j'avais un des participants qui avait repris contact après, il m'avait dit je vais venir à l'entreprise. Ils n'ont pas forcément des compétences solides à ce moment-là, même si c'est des élèves ingénieurs. Donc on l'avait fait travailler par exemple sur des moteurs d'intelligence artificielle pour reconnaître... voilà, c'était un petit stage. À côté de ça, moi j'ai pris un peu les devants, par exemple avec le lycée Félix de Dantec. Tous les ans, j'essaye d'accueillir un stagiaire de BTS Commerce International, si je ne dis pas de bêtises, qui ont un stage court aussi de 1 mois à faire en janvier. Habituellement, nous on fait le CIVAL, c'est un salon en janvier à Angers, et on essaye dans ce cas-là d'avoir un des stagiaires ou 2 qui viennent avec nous en salon, parce que quand même BTS Commerce International, c'est des personnes qui vont faire des salons. Ils ne vont pas être derrière forcément un téléphone. Donc, voilà. Sauf que les candidatures, je les reçois en décembre. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un en janvier. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut. Donc là, ce que j'ai proposé aux enseignants, c'est d'aller 1 heure devant la promo de BTS première année et de leur dire, voilà, moi, je cherche 2 personnes pour janvier qui veulent bien venir au sein de Copix pour prospecter en amont du salon, venir faire le salon et après faire la suite, donc 3 semaines, quoi. Voilà. Et je pense que c'est ces approches-là qui permettent de sourcer le mieux les stagiaires, parce qu'en fait, vous allez devant eux, ils vous voient, vous discutez franco, vous avez des questions comme ici, vous donnez vos attendus. S'il y en a qui se projettent, ils donnent leur CV ou ils donnent leur contact, on les voit et on a le temps de les sourcer. Quand je reçois des CV en décembre pour un stage en janvier, très honnêtement, il y a 2 semaines en décembre, puisqu'après il y a les vacances. Donc c'est très très compliqué. Mais c'est des approches, je pense, qui peuvent être pertinentes d'être faites. Cette année, moi j'ai pris 2 apprentis, là, des licence pro AGSRI Lannion, donc DUT, et DUT MMI, 2e année, donc apprentissage. Habituellement, on prend à peu près 10 stagiaires par an au sein de Copix. On a le droit à 3 stagiaires max, parce qu'on est une entreprise qui a moins de 5-6 salariés, donc il y a un quota. J'ai pris des stagiaires de bac pro, j'ai pris des personnes qui sont ici en pôle emploi. On a pris tous les profils, donc on fait de l'accueil de stagiaires, le BTS, etc. Moi, ce que je veux dire juste, pas de souci pour prendre des stagiaires, mais on ne demande pas un stage 2 semaines avant le début du stage. Là, j'ai des licences pro chic, donc c'est la nouvelle à Lannion, qui me demandent des apprentissages pour début septembre. Pas normal. C'est pour ça que je vous dis, je vais aller voir les BTS Commerce International. S'il y en a qui veulent venir, c'est maintenant, c'est pas en décembre. Et je pense que dans la tête des gens, ils pensent qu'un stage, c'est comme ça, quoi. C'est le chef d'entreprise, il est disponible. Dans l'entreprise, on va trouver quelqu'un pour faire le tuteur, il va être disponible. Ben non, ça marche pas comme ça. C'est 3 mois avant, il y a un planning. On n'a pas le droit d'en prendre plus de 3 à la fois. Donc, il y a des choix à faire. Et ça, je pense que dans la tête des étudiants, ils ont leurs priorités, ok. Mais nous, on a les nôtres, et il y a des temps administratifs pour signer une convention qui sont à peu près d'1 mois. Donc, si on ne met pas tout ça bout à bout, c'est-à-dire qu'un stage, ça se cherche 3 à 4 mois avant le début du stage. Sur le focus mixité et RSE, donc, on a, sur la base des 55 établissements costarmoricains, on peut estimer que les femmes représentent 19% des effectifs du numérique. Donc, ça fait écho à ce que disait tout à l'heure Laurent. Pour les 21 établissements qui ont recruté en 2020, on a pu observer que les femmes constituaient seulement 21% des recrutements. Les entreprises, elles veulent bien recruter des femmes, mais faudrait-il qu'il y en ait lors des candidatures. Donc tout ça pour dire qu'il faut poursuivre les actions de sensibilisation auprès des jeunes filles. Et si on compare avec les chiffres au niveau régional, la région costarmoricaine reste dans la moyenne régionale. Sur la partie RSE, donc en fait en 2020, on a voulu poser la question auprès des entreprises pour avoir des informations sur ce sujet et connaître leur impact en fait, environnemental et sociétal du numérique. Est-ce que c'était un sujet en interne pour elles? Et pour 41% des sociétés, il fait partie intégrante de la politique RSE de l'entreprise. Et pour 22%, il est traité mais n'est pas forcément inclus dans une politique RSE dans la société.
Donc ces indications sont très positives, c'est supérieur aux résultats régionaux. Donc pour terminer sur une note plus positive, le territoire des Côtes d'Armor est bien en avance sur ce sujet-là. L'occasion de laisser chaque intervenant en 30 secondes faire un petit mot de conclusion et ensuite on terminera. Avant la petite conclusion, peut-être Laurent, sur la partie mixité, rapidement sur ce que tu peux voir. juste dire qu'effectivement, moi ce que j'appelle le profil geek, c'est quelqu'un qui a tendance à voir l'informatique comme une finalité, une passion. L'écran, ce qu'il y a dedans, et je pense que sur les mêmes métiers de l'informatique, il faut montrer que c'est un moyen, c'est un outil. C'est juste pour faire mieux, pour faire plus fort, pour faire plus précis. C'est peut-être ça aussi qu'il faut montrer pour ne pas être enfermé que dans le profil geek. Je les adore, hein, on en a besoin, je ne vais surtout pas me fâcher avec eux. Le projet d'école intelligence artificielle Microsoft Simplon, donc ça devrait démarrer incessamment sous peu. Il y a le soutien du conseil régional, notamment le soutien de Pôle emploi également. Donc là, on est dans la dernière ligne droite de recrutement des entreprises pour accueillir des apprenants. On voit que l'intelligence artificielle, c'est un gros sujet, un sujet qui va prendre de la place dans les années à venir. La difficulté, c'est aussi d'avoir l'encadrement qui va bien. Et donc voilà, donc du coup, il nous reste encore quelques entreprises à convaincre pour accueillir des apprenants. Et ce qui est très intéressant dans cette école, dans ce projet d'école, c'est que c'est une école que l'on a voulu à l'échelle costarmoricaine et probablement avec une alternance entre les sessions de formation. Donc une promotion à Lannion, une promotion à Saint-Brieuc. L'objectif étant de mailler le territoire et de faire bénéficier de cette montée en compétence sur l'intelligence artificielle sur l'ensemble des Côtes d'Armor. Donc ça, c'est un élément important. Et c'est vrai qu'il y a souvent quand même un petit cloisonnement Lannion-Saint-Brieuc. Et donc ce projet d'école, ça peut aussi apporter cette pierre à l'édifice. Après, sur ton autre question, entreprise traditionnelle, entreprise du numérique, il est clair qu'aujourd'hui, et ça contribue aussi aux tensions dans le domaine du besoin et des compétences disponibles en numérique, c'est que les besoins en compétences en numérique ne sont pas uniquement dans les entreprises du numérique, mais sont totalement diffuses. Et voilà, aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de ces compétences, du marketing digital, de la DSI, du support pour renforcer les capacités des employés à faire du télétravail. Donc on voit bien que c'est partout. Et donc d'où l'importance de continuer à faire de la formation et à essayer de recruter. Et c'est vrai que ces recrutements de candidats, ce recrutement d'apprenants, ce recrutement de personnes en formation et de personnes en entreprise passe par du marketing à tous les niveaux, marketing de la formation, marketing des territoires, marketing des entreprises. Rappeler le message, et une fois, c'est pas suffisant. Et voilà, il faut vraiment faire du marketing à tous les niveaux. Et c'est un sujet sur lequel on essaye de travailler depuis quelques temps, et notamment avec la marque Work in Lannion qu'on développe. On essaye de faire valoir le cadre de vie en parallèle du cadre professionnel, montrer que sur un territoire comme Lannion en l'occurrence, on peut avoir une carrière professionnelle dans des entreprises de dimension internationale. On n'est pas obligé de renier sur la qualité du poste pour avoir un cadre de vie. Je pense que c'est un gros atout. Mais on voit bien que tous les territoires ont aussi un peu la même démarche territoriale. Donc voilà, il faut continuer, il faut le renforcer. Et puis recruter dès le plus jeune âge. Et ça, c'est un pari sur l'avenir, et c'est important d'y mettre de l'énergie. Sur notre site internet, le site internet de la Technopole Anticipa, qui est également accessible avec Work in Lannion, sous la marque Work in Lannion. Il y a un job board avec une double entrée, une entrée offre de poste. Je crois qu'on doit avoir un peu plus de 200 offres de poste. Donc on compile les offres de poste dans les entreprises technologiques et industrielles. Donc il y a énormément de postes dans le numérique qui sont actuellement postés. Et on a une autre entrée qui est une CVTech, où les gens qui sont intéressés par venir sur le territoire de Lannion, notamment, parce que voilà, nous c'est le territoire de Lannion-Guingamp, peuvent poster leur CV, les employeurs peuvent y accéder. Donc là, on voit aussi qu'il faut qu'on renforce la capacité des employeurs à être proactifs sur le recrutement et de plus forcément attendre que les gens candidatent. Et c'est aussi aux employeurs d'aller chercher les candidats. Et c'est aussi un peu un
un peu un retournement de tendance, où c'est vrai qu'habituellement on attend qu'un candidat postule, et là les employeurs, s'ils veulent les ressources, s'ils veulent les compétences, bah, c'est aussi à eux d'aller les chercher. Et juste une chose, parce qu'on parlait de la démarche RSE est également un élément important du marketing de l'entreprise. Il y avait un article là dans Ouest France qui en parlait et qui prenait une illustration par le biais d'éco-compteurs de Christophe Milon, qui travaille beaucoup ces enjeux-là au sein de l'entreprise. Voilà, il faut rester positif, hein, donc il faut donner envie d'aller dans le numérique, c'est accessible, donc voilà, on a plein d'opportunités. À nous d'en faire le marketing. Je pense que le marketing et de lever les verrous, c'est un point important à travailler qui est également réalisable. Positif aussi, puisque l'important c'est qu'il y ait de l'emploi sur le territoire. Pas perdre de vue aussi les générations. Parce que intégrer des jeunes, je suis papa d'un garçon de 18 ans et une fille de 14 ans, ils n'ont pas du tout les mêmes codes que les personnes qui sont depuis 15 ans, ou 10 ans, ou 20 ans dans les entreprises. Donc eux, par exemple, le distanciel, ça ne les dérange pas. Voilà. Le repas du midi, c'est pas forcément à la cantine. Voilà. Des petites choses comme ça, mais il faut avoir ça en tête, parce que pour intégrer... Quand on n'a pas intégré des jeunes depuis un moment dans une entreprise, il va bien falloir voir qu'on a une sorte d'un peu de choc des générations. Et le Covid, ça n'a pas forcément amélioré les choses. Donc gardez ça en tête, parce que eux, leur levier, c'est pas forcément l'argent. Ça va être des choses comme ça, quoi. Juste pour dire que souvent, longtemps, puisqu'on réfléchit Côte d'Armor, le numérique, l'informatique, c'était Lannion. Aujourd'hui, on voit bien que... Et du coup, c'était à la fois une grosse force, puisqu'il y a un pôle d'excellence de niveau national et international. En même temps, ça a un petit peu laissé les autres, y compris Saint-Brieuc, un peu, j'allais dire, s'endormir un petit peu. En fait, ça concerne tout le monde, maintenant, tous les territoires. Loudéac, Lamballe, Dinan, et les petits territoires. Parce qu'en fait, ces technologies-là, elles sont en train de bousculer tous les métiers. Elles offrent des vraies perspectives aussi de modernisation de certaines filières qui ont du mal aussi, comme dans l'agroalimentaire, comme dans l'agriculture, qui ont des mutations à faire, mais des métiers aussi qui ont du mal à recruter, dans la comptabilité. Les métiers de la comptabilité, ils n'avaient pas toujours bonne presse, etc. Donc en fait, un territoire comme le nôtre, si on prend conscience des opportunités, c'est vrai que la bataille n'est pas gagnée. On voit dans nos échanges où ça peut se jouer. Et ça peut être vraiment aussi une façon, nous, de projeter un tas de nos concitoyens sur d'autres avenirs sur le plan professionnel. Moi, je suis ravi de l'événement. Là, je trouve que le fait qu'il y ait eu plein de questions, c'est top, parce que ça veut dire qu'il y en avait certainement encore d'autres. Et puis, les problématiques sont partagées et sont assez évidentes. Donc, il y a déjà des actions qui sont mises en œuvre, mais là, ça donne très envie de passer à l'action, mais très très vite, de poursuivre les actions, les amplifier, etc. Une fois de plus, ADN Ouest apportera ce qu'il a apporté sur le territoire, mais il y a des dispositifs qui sont testés. Alors, certains en Pays de la Loire, Invest in Digital People, par exemple, c'est des POE qui sont en réseau, et du coup, par rapport à votre intervention, monsieur, on est là pour faciliter toutes les mises en relation, et ça remet des gens dans l'emploi pour peu d'énergie, entre guillemets. Et puis des illustrations comme ça, toutes les sources sur les métiers du numérique, les vidéos, les témoignages métiers, ça fait 6 ans, 7 ans qu'on fait ça. Tout ça est du domaine public, avec les soutiens régionaux, etc. Donc, il faut accélérer. Et puis, juste pour dire qu'effectivement, là aussi, par exemple, le Safari des métiers, c'est quelque chose qui va avoir lieu bientôt sur Brest. Et moi, quand je vous ai entendu, je me dis, 2022, si tout le monde a envie de faire un petit Safari des métiers sur les Côtes d'Armor, ce serait avec grand plaisir. Et puis donc, plusieurs événements, vous êtes les bienvenus, et notamment ces deux-là, 23 septembre, innover pour recruter. Je pense que c'est un vrai sujet, on a commencé à bien mettre le doigt dessus. Et puis le Safari, pour faire justement se rencontrer des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion, etc. Et puis des écoles et les entreprises. Et puis là, on a fait le tour. Bon, voilà, donc merci encore. Franchement, pour moi, c'est une réussite. On fait ça quand vous voulez. Moi, ce que je retiens, comme quand je regarde le kakémono du CAM et notre positionnement avec l'objectif de développer les compétences numériques en Côte d'Armor, voilà, on avait dit attirer les compétences sur notre territoire, partager les besoins et être visible collectivement. On est bien aujourd'hui, je pense, Eric, dans l'objectif qu'on s'est donné côté Club Armoricain du numérique. Donc c'était riche, c'était dense. On a commencé par l'urgence climatique. Je pense qu'il y a aussi une urgence on sent une accélération par le digital. Alors Michel, tu disais accélération commerciale pour vous.
par le télétravail, etc. Mais je pense qu'il y a aussi l'accélération sur les besoins en formation, et jusqu'à formation de formateurs, comme le disait Laurent. Ça, moi, je ne l'avais pas forcément en cible. Donc voilà, une urgence à aller vite. On n'a plus autant de temps à travailler, je pense, la partie formation qu'il y a quelques années, où on avait cette visibilité. Donc nécessité de travailler encore plus vite et encore plus en tracteur. On n'a pas été provisio aujourd'hui et on ne va pas l'être encore, parce que l'avantage du présentiel, c'est qu'on peut boire un coup et continuer les échanges. Non, mais la visio, moi je favorise la visio, parce que quand même pour la lutte contre le réchauffement climatique, c'est quand même important. Mais je maintiens qu'il faut se voir. Donc voilà, il faut trouver le bon compromis entre les deux. Et t'es pas contre un petit verre non plus. Bon, merci à tous, et on va poursuivre. Merci à Caroline qui a préparé. Et merci à Caroline qui a préparé ça. On prépare ça depuis des mois, mais tu as été la grande cheville ouvrière, bravo. Et on espérait vivement se retrouver ce début septembre, et c'est fait. Et un remerciement encore à la Cité des métiers qui nous accueille aujourd'hui, qui met à disposition ces équipements. Et puis je pense qu'on aura le plaisir de se revoir.